plus besoin de se faire chier avec MK Ultra. Tu fais apparaître un Brad Pitt sur le smartphone d'un boomer qui lui dit: mec, réveille-toi, c'est la révolution, prends ton fusil, et ça marche. Cette dichotomie entre les gitans qui, eux, ont une surface d'attaque très très faible parce qu'ils sont mobiles et qui n'ont pas d'argent en banque, et le pauvre agriculteur qui peut pas bouger. Donc du coup, ils peuvent se faire tondre par l'administration fiscale. En Amérique en général, t'as une climatisation à 15 degrés. Et en France, c'est une honte de mettre la clim, voire il faudrait aller se confesser à l'église. Au lieu de mettre une clim, tu vas te baigner dans le canal Saint-Martin avec les aiguilles d'héroïne et l'amphétamine. La plupart des politiques, dès qu'ils peuvent avoir un peu de pouvoir pour faire chier quelqu'un, ils se gênent pas. Tu contactes le fonctionnaire et dit bah, mets le dossier de côté. Il faut pas dire interdire l'accès aux enfants, il faut dire terminer l'anonymat sur internet. Si ta situation est mauvaise, c'est de ta faute. Si t'aimes pas le testi crousti, va manger du caviar dans le restaurant étoilé à côté. Tant que tu restes là et que tu continues à contracter avec ce politicien-là, tu peux pas te plaindre de ce qu'il te donne à manger. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On démarre par un mème cette semaine. On a voici comment les gauchistes voient la climatisation. Qu'est-ce que tu penses de ça, vu d'Indonésie, Thomas? Ça me dépasse. Ici, tu as de la clim absolument partout. Ça coûte pas bien cher à installer, tu vois, pour entre 200 et 300 euros, tu peux déjà t'installer une clim, poste comprise. Donc, c'est voilà, entendre que c'est la fin du monde si, si tu mets la clim ici, t'as carrément. C'est le fascisme, la clim, très bien. C'est encore une fois du grand n'importe quoi et des grands non-sujets qui vont faire l'actualité. Tout le monde va en parler sur tous les plateaux télé pour dire quoi au final? Ouais, et c'est 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 assez n'importe fou quoi. parce que moi, personnellement, je ne comprends absolument pas le débat. Donc, si je comprends bien le débat, si je le comprends bien, hein, vous me corrigez les gars si je me trompe, il fait chaud et les gens mettent pas la clim. Et qu'est-ce qui les en empêche? Sauf preuve du contraire, il n'y a pas de loi qui interdit la clim. Alors, si on tire ce fil-là, on pourrait se dire, bon, ben, ce qui est prohibitif avec la climatisation, c'est le prix de l'électricité, du coup. Si je tire la ficelle jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le français, en France, le prix de l'électricité est tellement élevé qu'on peut pas s'offrir la clim, c'est ça? J'ai une anecdote là-dessus. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître James Brown. James Brown, c'était un chanteur qui avait vraiment le vent en poupe. Et à l'époque, quand il était dans le Bronx, à New York, etc., eh ben, il était en Cadillac, je crois, et avec tout son band, hein, toute son équipe, ils n'avaient pas la clim. Eh bien, pour faire croire qu'ils avaient la clim, James Brown, il interdisait à tout son band d'ouvrir les fenêtres. Vous avez des serviettes sur vos genoux, les gars. Quand on roule au ralenti dans le Bronx, peu importe la température qu'il fait, vous vous tamponnez le visage, vous ouvrez pas les fenêtres, vous faites semblant qu'on a la clim. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu retrouver quand j'ai voyagé en Amérique latine, mais en Amérique en général, même j'ai envie de te dire, c'est que les gens, à partir du moment où ils ont pu s'offrir la clim, pu s'offrir le coût de l'électricité que ça engendre, etc., partout où tu vas, même dans le bus, tu as une climatisation à 15 degrés à te faire une barre au front, tu vois. Les mecs, ils en abusent tellement. Et c'est marrant de voir la dichotomie. Donc, tu as des endroits du monde qui ont dû se priver pendant très longtemps et qui, pour eux, c'est un signe extérieur de richesse. Il faut que dans n'importe quel magasin ou dans n'importe quel bus, tu aies une clim de demeurer. Et en France, le pays des centrales nucléaires et de la grandeur de la production, on produit un excès d'énergie propre et à bas coût incroyable. Chez nous, c'est une honte de mettre la clim, voire il faudrait aller se confesser à l'église si c'était pas interdit. Bah, c'est du signalement de vertu, tu sais. Quand t'as pas de projet de vie, il faut que tu arrives à exister socialement. Donc, même si la France représente, je sais pas, 0,2% des émissions, entre guillemets, de CO2, bah, tu mets des petits coups d'épée dans l'eau, tu te flagelles un petit peu pour passer le rituel de ta religion qui est les émanations de CO2. Et au lieu de mettre une clim, tu vas te baigner dans le canal Saint-Martin avec les aiguilles d'héroïne et l'amphétamine et les Vélib. Enfin, moi, je pense que c'est à peu près ça le projet, ouais. C'est la réalisation des mecs, tu sais, le touriste allemand qui part en Inde et qui voit qu'il y a des fleuves de déchets. Et là, le mec, il est en train de se dire, mais attends, mais les Indiens, ils sont 50 fois plus que nous. Et eux, genre, la notion dans plus de 70% des pays de l'humanité, la notion de déchets, de poubelle, n'existe même pas. C'est-à-dire que tu as un déchet, il n'y a pas de poubelle, tu le jettes dans la nature. La nature est une poubelle géante. Et toi, on te dit qu'il faut boire des spritz avec des pailles recyclées en carton, tu vois, dans de la soupe de carton. D'ailleurs, est-ce que vous avez vous en Indonésie comme en Inde, des fleuves de déchets? Ça peut arriver quand tu as des grosses pluies où là, il y a tout qui va se retrouver dans les rivières et là, vraiment dans la mer, tu peux avoir un océan de plastique. Donc c'est vraiment quand tu as une grosse pluie qui va nettoyer tout ça parce qu'il y a pas mal de déchets à Bali,
un petit peu partout. Les balinés font pas trop attention en général, donc ils jettent un petit peu partout. Ils font des feux sur le côté ou dans les fossés. Donc avec le vent, en fait, ça atterrit un peu partout. Donc ça Et peut arriver, à ce moment-là. j'en profite pour te demander, tu dis qu'en période de pluie, de crue ou de vent, voilà, vous avez, même des mers de déchets. À ce qui paraît, il y a un continent, déchets, à l'est, de l'Asie. Certains disent que c'est une psyop et que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus? Bah, j'en avais entendu un petit peu parler. A priori, c'est pas, comme sur les images, une montagne de déchets qui flotte en mode iceberg. C'est plus en mode, voilà, si tu collectes l'eau, tu as une partie par million où je sais pas, le taux de concentration de plastique est plus élevé, mais à l'œil nu, apparemment, tu vois pas grand-chose. Donc oui, il y a énormément de plastique partout sur la planète et avec les courants, peut-être que tu as une zone de l'océan où tu as plus de plastique qui se rassemble, mais on est loin d'un iceberg de plastique, comme on veut nous faire croire ou comme des fois c'est sous-entendu, avec les images. Mais je pensais au début que tu parlais sur Bali, au niveau de la gestion des déchets, tu as une énorme décharge à ciel ouvert, où là, par contre, c'est assez catastrophique. Ils n'ont pas fait le travail d'un point de vue infrastructure pour bien gérer niveau Mais logistique les déchets. On pourra plus en parler en détail si tu veux plus tard. Ouais. Mais c'est de l'autoflagellation. Tu sais, quand quelque chose n'est pas rationnel du tout, tu peux dire que c'est devenu une religion. Parce qu'en fait, là, concrètement, nous, on a de l'électricité en plus qui est quasi verte en France. Il n'y a aucune rationalité à s'interdire une clim. Parce que je suis sûr qu'en fait, je suis sûr que même si tu as le prisme d'un mec qui a un hystérique du CO2, utiliser la clim, ça consommera moins d'énergie que vivre dans la chaleur, commander des bouteilles d'eau et boire des sodas toute la journée, tu vois. La Non, rationalité, je la vois pas trop. t'as pas le bon prisme parce que pour eux, si tu refroidis l'intérieur, bah, le fonctionnement d'une clim, quoi. Ça veut dire que tu réchauffes l'extérieur. C'est-à-dire que tu participes à réchauffer encore plus l'atmosphère si tu as le culot et l'audace de refroidir ton intérieur à toi égoïstement. Par contre, il y a un vrai sujet. Là, c'est pour vous deux. J'ai une question. Alors, je sais, on est tous plutôt d'obédience libérale ici. Pourtant, il y a une énigme, j'ai vu ça sur Twitter, c'est très intéressant. Comment ça se fait que dans les entreprises, il n'y ait pas de climatisation? Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de climatisation au travail. Donc ça, c'est pas... Alors j'ai vu, c'est pas la faute des écologistes, c'est la faute des grands patrons qui en ont rien à foutre de leurs employés. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous pensez que le manque de climatisation, c'est dû au libéralisme et au marché? J'ai pas compris. Il y a Alors, il y a pas certaines mal... entreprises où, par défaut, ils mettent pas de clim parce que moi, partout où j'ai travaillé, tu vois, à Paris, tu avais toujours de la clim partout. C'est que les petites entreprises peut-être qui sont concernées ou? Ouais, j'ai lu ça, des gens qui disaient que c'était de la faute du capitalisme et du patronat si les gens devaient travailler dans des conditions horribles sans climatisation. Mais du coup, la clim, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien quand tu travailles et c'est pas bien si tu es chez toi, dans les écoles et dans les C'est hôpitaux? c'est pas bien quand c'est dans le public, mais quand c'est dans le privé, les employeurs devraient la payer, pour Ok, news d'après, les gars, on avance. Tac, tac, tac. Ah, celle-là, elle est succulente. Je sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. C'est Tu parti. l'as? Ok. Là, on a un retraité qui se fait aider par son fils à la ferme et l'URSSAF l'aurait tombé dessus. L'administration, il voit du travail dissimulé. Donc, pour un fils qui aide son père à la ferme, ce qui est comment dire, une activité ancestrale, hein, qui est fondatrice de notre civilisation humaine et française. Mais, tu sais, j'ai l'impression que les agriculteurs, c'est un petit peu les avatars de ce rituel d'humiliation. Les gars, ils sont ponctionnés d'aide de la PAC pour continuer à faire des industries qui sont pas rentables. Vu qu'ils ont beaucoup de surface d'attaque et de biens saisissables, eh ben, ils peuvent facilement se faire amender. Et à côté de ça, tu as une deuxième news qui est sortie à peu près le même jour, où tu as un camp de gitans qui s'est installé illégalement dans une commune de Vendée. Et les mecs se sont branchés à l'électricité, ils ont saccagé le terrain de foot, ils se sont branchés à l'électricité communale, du coup ils ont coupé toute l'électricité dans le village, ils ont coupé les frigos du collège à côté et des administrations. Résultat, il y a une facture de 40 000 euros et eux, les gitans, forcément, ils sont difficilement saisissables parce que ils sont en caravane, ils sont mobiles, ils n'ont pas ou peu d'argent en banque et eux, du coup, ils se permettent de saccager les villes, de se barrer et il y a une amende, il y a des 40 000 euros de dégâts et c'est le Nicolas Vendéen qui va payer ça.
ça. Je trouve ça assez intéressant, cette dichotomie entre les gitans qui, eux, ont une surface d'attaque très très faible parce qu'ils sont mobiles et qui n'ont pas d'argent en banque, qui peuvent se permettre de passer outre les sanctions, et le pauvre agriculteur qui, lui, a un prêt à la banque, il peut pas bouger, il est enraciné. Donc, du coup, il peut se faire tondre par l'administration fiscale qui veut remonter les comptes publics et payer la dette de l'État, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les gars? Bah, on voit toujours que c'est à géométrie variable en fonction du type de population. On parlait plutôt de ce qui touchait ou pas au niveau des news. Ça, tu vois, concrètement, par rapport à ce pauvre paysan, ça me rend un petit peu triste pour lui parce que c'est du délire, mais les gens disent rien, ils trouvent ça presque normal que, ah, mais non, il ne faut pas faire travailler ses enfants, etc. C'est du délire parce que c'est normal, tu vois. Tu as la famille qui vit ici. C'est quoi? C'est il nourrit un petit peu les vaches pour se faire plaisir, le gamin. Ah, ben direct, il aide et il faut fonctionner encore plus le paysan qui est déjà à deux doigts de se suicider, tu vois. C'est complètement Mais injuste. la news, elle soulève quand même pas mal de sujets différents. C'est très compliqué d'y réagir sans faire très long, mais déjà, là, tu as mentionné le fait qu'ils survivent grâce à la PAC parce qu'ils ne sont plus compétitifs. La France était une superpuissance agricole et ne l'est plus. Donc, d'un côté, tu as la PAC qui est le sédatif pour l'euthanasie de l'agriculteur français et européen. Et de l'autre côté, tu as l'import de poulets ukrainiens ou brésiliens et les accords du Mercosur qui sont au final de l'import de déflation pour faire croire aux Français et à l'Européen qu'il a encore du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le truc du travail des enfants, je le déplore. En fait, ça va avec la destruction de la famille nucléaire. Alors, Le fait qu'on ait... je te coupe, je te coupe, je me suis trompé dans la news, c'est l'inverse. C'est pas le père qui travaille pour son fils, non, c'est pas le fils qui travaille pour son père, c'est le père qui travaille pour son fils. C'est un père retraité qui travaille pour son fils qui est agriculteur. Donc, le père doit travailler dans sa ferme qu'il a dû léguer à son fils. Donc, tu sais, les Nicolas qui se plaignent toute la journée parce que les boomers sont dans des croisières Costa aux frais du contribuable. En fait, quand il y a des boomers qui, eux, vivent bien et qui aident leur fils à casser croûte, et ben en fait, ils se font ponctionner par l'État. Je laisse continuer, pardon. Ouais, non, non, écoute, ça c'est complètement. Moi, je pense que c'est symptomatique. Ça montre très bien le fait qu'en fait, de toute façon, ce qu'on veut, c'est supprimer tous ces liens familiaux, ces liens de solidarité, ces liens d'autonomie au final. Tu vois, le fait que si tu as une famille nucléaire forte, des business familiaux, que tu puisses t'entraider comme ça rentre pas dans le giron. Ça rentre pas facilement dans le giron de l'État et forcément, faut redresser parce qu'il faut que tout le monde soit un salarié, un salarié qui fasse un bullshit job. C'est comme ça qu'il est le mieux contrôlable. Mais ce qui est fou entre ces deux news là, c'est que tu as deux types de personnes. Tu as un gars qui est captif et l'autre qui ne l'est pas. Parce que l'agriculteur, lui, il est complètement captif. Vu qu'il peut pas bouger, il est comme un entrepreneur du début du XXe siècle. Il a une usine, des salariés, il a une ferme, des tracteurs, il peut pas bouger. Et en fait, l'État et l'administration, ça, ils le savent très bien. Ils l'ont appris par la pratique. Même s'ils le conscientisent pas, ils le savent. Ils savent qu'un mec qui est agriculteur, il peut pas bouger. Tu lui envoies une facture, il sera obligé de la payer. D'où l'intérêt pour les gens qui en ont marre de se faire racketter par les impôts de comprendre ça, parce que c'est la notion la plus importante à comprendre. Il y a deux types de citoyens. Les citoyens qui ont une surface d'attaque qui est limitée, comme les drahis, les gitans, les digital nomades, les mecs qui sont en Bitcoin, qui eux peuvent se permettre de bouger, d'aller là où on les traite le mieux, de mettre les États ou les administrations en concurrence et qui sont difficilement saisissables, et les moutons qui littéralement sont ceux qui se font tondre et qui sont les singes du système. Parce que eux, en fait, c'est eux qui payent pour tout le monde. Je dis pas après qu'il faut pas devenir agriculteur, mais quand tu t'installes dans un setup, il faut que tu réfléchisses à ces trucs-là parce que faut se trouver une porte de sortie parce que là, le pauvre mec, en fait, il est obligé de se faire humilier, il a pas le choix, quoi. Il y a un truc intéressant, ouais, dans ce que tu dis, c'est que l'agriculteur, du coup, tu as des terres, tu es mobile, etc. Donc, tu es ponctionnable, mais je dirais même plus, hein, tu deviens une cible. C'est pas un hasard si les mecs, les agriculteurs en France, sont dépendants de la PAC pour survivre. À partir du moment où tu es dépendant du fonctionnaire pour ta survie, voilà, c'est le coût des tickets de rationnement et du fonctionnaire à l'URSS, quoi. Et quelque part, ça rejoint ce que je disais parce que c'est ce qui va arriver au salarié. Le salarié, il a pas de terre, tout ça, mais lui, son équivalent, c'est que tu vas dans des bureaux, tu vas dans des open space faire des bullshit jobs pour avoir le droit de faire un crédit qui va te rendre immobile et ponctionnable. Et puis quand tu seras remplacé par l'IA, c'est pareil, il y aura une PAC où il y aura un salaire universel qui te rendra dépendant complètement du fonctionnaire. Et donc, il faudra que tu fasses attention à ce que tu dis et ce que tu fais sous peine de voir le
le pain qu'on met dans ton assiette, supprimé. Et ce qui est hyper vicieux avec les agriculteurs, c'est que souvent, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude d'avoir des idées de business parce qu'eux, ils répètent un petit peu les business ancestraux que leurs parents, leurs grands-parents leur ont appris, qui sont bah, tu fais du lait, tu fais brouter des vaches. Et il y en a beaucoup qui, bah, tu vois, si tu n'avais pas les aides de la PAC pour te maintenir en vie et te maintenir la tête en haut de l'eau, quoi, et bah, tu réfléchirais pour faire d'autres business models qui seraient rentables. Mais en fait, eux, on leur dit, bah, continue à faire du lait, continue à pas être rentable, mais si tu n'as pas ce filet de sécurité, bah, tu vas te remonter les manches et tu vas réussir à trouver un business qui sera rentable et tu vas changer. Tu m'étonnes aussi après que derrière, les mecs, ils fassent de la dépression, quoi. Du moment qu'on a supprimé les cloches pour aller faucher le blé au rythme, au rythme du carillon, tout était fou, hein, j'ai envie de te dire. Comme on l'avait prévu la semaine dernière, parce qu'on l'avait annoncé avant, l'Angleterre, le Royaume-Uni confirment donc qu'ils vont interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, je crois. Et une fois de plus, on a le scénario habituel, c'est-à-dire que on te dit mais non, enlever l'anonymat sur Internet et mettre un KYC pour se connecter à Internet, c'est une théorie du complot, ça n'arrivera jamais. Ensuite, on te dit ah, ça arrivera peut-être, et un jour, du jour au lendemain, on te dit bah voilà, ça y est, c'est arrivé. Ce qui est assez fou, c'est la coordination qu'il y a sur ce type de projet à l'échelle mondiale. Ça me rappelle un peu le Covid. Et tu vois, là, tu as Macron qui se veut être la figure de proue de ce mouvement pour enlever l'anonymat sur Internet, qui spamme sur X depuis 6 mois. Et à chaque fois qu'il y a un gouvernement dans le monde qui annonce qu'ils vont passer ce type de loi pour restreindre l'accès à Internet aux enfants, donc pour enlever l'anonymat sur Internet, il dit merci pour rejoindre ce mouvement. La question que je me pose, si le problème de Macron, c'est de protéger les enfants en France, pourquoi il se réjouit quand des politiciens font la même chose à l'étranger, à moins qu'il soit la figure de proue d'un projet mondialiste pour totalement verrouiller l'accès à Internet. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très vicieux de dire interdire l'accès aux enfants. Non, il ne faut pas dire interdire l'accès aux enfants, il faut dire terminer l'anonymat sur Internet, parce qu'en fait, tu peux le présenter de deux manières, tu vois. Soit tu dis, ah, c'est une mesure pour protéger les enfants, ou soit tu peux dire, c'est une mesure pour fliquer les adultes. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les gars? À toi l'honneur, Thomas. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil et comme tu dis, on présente toujours une idée «noble» entre guillemets, protéger les enfants. Bon, déjà, on voit qu'en France, on est avec toutes les affaires sordides qui sortent, ça a pas l'air d'être la priorité des politiques. Mais, je pense qu'ils en ont surtout marre de se faire ratio par des comptes anonymes sur Twitter ou autres ou, des notes de communauté. Donc ils veulent juste identifier ces gens-là pour les faire chier, tu vois? Parce que c'est au final, la plupart des politiques, souvent, ils agissent un peu par ego ou comme des gamins et dès qu'ils peuvent avoir un peu de pouvoir pour faire chier quelqu'un, fermer un compte bancaire ou, faire ralentir, tu vois, des processus de visa ou n'importe quoi, ce dont tu as besoin, bah, des fois, ils se gênent pas, tu vois? Ils contactent le fonctionnaire et dit: «Bah, mets le dossier de côté pendant quelques semaines, quelques mois», et voilà. Et et ça, c'est juste, un ego trip et Ça dit voilà, quoi ça du les arrange. côté de Bali, ce genre de mesures? S'il y a de l'équivalent par rapport au gouvernement, des tentatives de comme ça de Exact. ça m'a l'air quand même assez j'ai pas vu d'histoire similaire ou de projet de loi où ils veulent vraiment interdire l'anonymat et cetera. Ce que j'ai pu voir d'un point de vue politique, parce que je suis pas trop impliqué, par rapport à ce qui se passe dans le pays non plus, mais ce qui m'avait marqué il y a quelques mois, c'est il y a eu de grosses manifestations. Quand le peuple est pas content, il est vraiment pas content et ça va dans la maison des politiques, ça va mettre le feu et ça va tout ravager. Tu as des politiques qui doivent fuir le pays carrément à cause d'histoires de corruption ou ce genre de choses. C'est Donc, un roi ou c'est des. Ok. non, c'est Des élections. démocratique, tu as des élections, ouais, tout à fait. Donc il y a pas de monarchie, Ben là, tu vois, typiquement, on peut rapprocher les 2 trucs, si à la fois les gens sont sous revenu universel ou touchent la PAC, qui sont identifiables sur internet, bon, bah, tu peux leur couper les vivres s'ils commencent à raconter des trucs qui te plaisent pas, et puis si en plus de ça, tu forces l'identification d'absolument tout le monde sur internet, c'est beaucoup plus facile de tuer dans l'œuf un projet, de soulèvement populaire comme celui que tu décris, tu vois ce que je veux dire? ouais, là, c'est Ouais. pour garder en contrôle total, hein. Je Ah. suis à peu près certain qu'en France, ils en ont jamais parlé, tu vois, de ces manifestations où tu avais même un parlement, qui avait été incendié et complètement détruit, tu vois? Une cour de justice, ce qui est assez symbolique et cetera. Quand j'en avais parlé à ma famille, tu vois, ils en ont absolument pas parlé, donc il faut pas donner de mauvaises idées, comme quoi, bah, si tu es assez nombreux, tu peux quand même, faire entendre ta voix un petit peu, bien qu'en France, c'est compliqué, tu as les LBB et cetera. La moindre manifestation peut être matée si on n'aime pas ou à contrario, les manifestations où, on veut, augmenter les tensions, on va les laisser faire. Comme tu Beh disais, quand tu compares le paysan et le gitan, c'est toujours, géométrie variable. Le camp de gitan,
maintenant, si tu voulais le débrancher, tu peux le débrancher, si tu as une volonté politique. Si tu le fais pas, c'est que, bah, c'est secondaire et c'est pas là que tu mets Beh, le focus. ça, c'est parce que quelque part, ça dépend du niveau de contrôle sur ta population que tu as. J'imagine qu'à Bali, les locaux sont encore un peu à l'ancienne. Ils évoluent en cash, ils ont pas toute cette interconnexion, cette data, faire les démarches sur internet nécessairement, et absolument et cetera. En fait, parfois, l'apparent retard, on va dire technologique est un avantage vis-à-vis d'un État qui se voudrait, contrôler absolument tout. Je pense qu'au Canada et en France, on a prouvé déjà que, tu vois, il y avait le soulèvement des truckers au Canada, qui voulaient pas mettre de masque ou pas se vacciner pour conduire leur camion. On leur a gelé leur compte en banque, on les a foutus en tôle pour certains et cetera. On a vu avec les gilets jaunes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, aucun problème pour mettre des coups de LBD dans l'œil, t'empêcher d'aller travailler, donc en fait te couper les vivres, ou de fermer tes comptes en banque. Et du coup, cette apparente, voilà, avancement technologique et tout ce qui s'ensuit, bah, ça devient un handicap pour la population à un certain stade. Aussi, les gens, ils sont pas armés, ils peuvent pas se permettre ils ont pas d'argent, donc ils peuvent pas se permettre de partir en grève pendant plus d'une semaine. Donc, oui, de toute façon, on l'a vu. À partir du moment où, quand on t'interdit de marcher, dans la rue ou qu'on te force à mettre un masque, quand tu rentres dans le train ou dans le métro, il y a pas de soulèvement. Il faudrait qu'on arrive enfin, il va falloir qu'il se passe quelque chose de complètement, fou pour que les gens, prennent la fourche et se soulèvent. Mais de toute façon, en tout cas en Occident, je sais pas en Asie, à chaque fois que tu as des mouvements, et des révoltes et que ça aboutit, c'est toujours qu'il y a eu des puissances d'argent, qui ont Ah bah. téléguidé un petit peu tout ça derrière. Donc peut-être que, nous, notre, destin et le meilleur scénario, ce serait qu'il y ait Xi Jinping ou, Poutine ou, je ne sais quelle, force, extérieure qui puisse financer, des mouvements de révolte pour que ça aboutisse. Mais, on passerait d'un protectorat à un autre. Mais on voit que c'est un peu ce que fait Poutine, hein, Poutine finance des médias dissidents en France. On l'a vu, tu sais, ils ont fermé, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait quand ils ont fermé, Russia Today en 2022 ou 2023 d'ailleurs, en France, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'on a forcé Poutine à fermer, son organe de propagande officiel en France et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pop-up tout un tas de petits médias alternatifs, qui ont des grosses chaînes YouTube et qui aujourd'hui font le travail de RT, mais qui sont beaucoup plus décentralisés et leur financement est beaucoup plus opaque. C'est-à-dire que c'est pas financé directement par le Kremlin, ça va par des parties tiers, mais du coup, ces médias-là, ils sont beaucoup plus légitimes. Donc en fait, l'État français, en voulant interdire la propagande russe, a juste rendu la propagande russe beaucoup plus résiliente en France. Un jour, je donnerai les Et noms c'est là que des médias alternatifs financés par le mon Kremlin. cœur, non, je rigole. Je vais les protéger pour l'instant. Breaking news. Cette fameuse théorie des jeux qui n'est pas celle que l'on croit. À partir du moment où on est devenu une espèce mondialisée capable de faire de la télépathie d'un bout à l'autre du monde, évidemment qu'il y a des puissances qui peuvent aller susciter des révoltes à droite, à gauche, faire de l'ingérence. Et quelle est la seule manière d'y remédier? La seule manière d'y remédier, c'est de faire une sorte de gouvernement mondial. Voilà, c'est d'avoir un contrôle absolu sur Internet et d'avoir, ce sera peut-être pas un gouvernement, ce sera peut-être, on va dire, le pouvoir de décision qui sera délégué à des ONG, etc., auxquelles la Corée, les Émirats, la France, les USA, etc., prêteront allégeance. Et donc, au final, on aura les mêmes règles partout, peut-être même les mêmes règles fiscales, mais c'est clairement quelque chose qui n'est pas sur la roadmap d'énormément de monde et dont j'ai parlé dans l'émission avec Ulrich, dont on mettra le lien en haut à droite. C'est d'ailleurs un message à tous les digital nomades. Les digital nomades sont bénéficiaires nets de l'existence des États. Sans différents États, eh ben, ils ne pourraient pas faire d'arbitrage. Donc, que va-t-il advenir le 100%. jour où il y aura un gouvernement mondial? 100%. Il faut absolument qu'il y ait des gouvernements pour qu'on puisse les mettre, en concurrence. À partir du moment où il y a plus de gouvernement à mettre en concurrence, ça veut dire qu'il y a enfin, de toute façon, ne pas avoir de gouvernement, ne pas avoir de structure de dominance, c'est un délire de mec qui fume des joints et qui prend des champottes, en festival de techos. Il y aura toujours des gouvernements, mais autant avoir plein de petits gouvernements plutôt qu'un gros, ouais, c'est sûr. Et dans l'actu aussi, je l'ai pas prévu, mais j'y pense. On voit que sur la guerre Iran-Israël, Israël-Liban, il y a eu un changement la semaine dernière. Tu as Trump qui est arrivé et qui a fait des
des annonces en disant, J.D. Vance aussi, son vice-président, qui a fait des annonces en disant, Bibi Netanyahou, sans nous, tu ne sers à rien, tout le monde te déteste. Donc il y a eu un changement sémantique au niveau des États-Unis. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, mais j'ai l'impression que l'administration américaine, en tout cas en façade, commence à challenger un petit peu l'autorité de Bibi Netanyahou et de l'État d'Israël. On voit qu'ils ont notamment, soi-disant, signé un deal avec l'Iran. Donc l'Iran, quoi qu'il arrive, qui ne respectera pas les deals. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'au même moment où tu as eu ce chiffre aux États-Unis dans la politique extérieure, tu as Quotidien et Yann Barthès qui a fait un sujet sur le fait que ce serait Israël, via le Qatar, qui aurait financé le Hamas. Alors, je dis pas qu'il y a un lien et que c'est le grand maître de la propagande qui a changé de voie, mais je trouve ça marrant que la semaine où les États-Unis challenge Bibi Netanyahou, tu as Yann Barthès qui parle du fait que le Hamas a été financé par Israël, ce qui est vrai, on le sait, hein, à la base, l'opposant palestinien d'Israël au Moyen-Orient, c'était le Fatah, qui était un parti laïque, et donc Israël a tout fait pour mettre face à eux des fanatiques religieux pour pouvoir invoquer la guerre sainte et la barrière contre l'islamisme. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant qu'il y ait cet alignement entre Trump qui change de discours et Yann Barthès qui commence à balancer des scuds sur le sujet. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ouais, vaste sujet. J'avoue ne pas trop avoir suivi ce qui s'est passé du côté de Trump dernièrement. C'est vrai qu'à l'élection de Trump, je préférais quand même que ce soit Trump que Kamala Harris, mais après, quand c'est parti vraiment en cacahuète, le monsieur dit qu'il va faire la paix partout dans le monde et au final, tout part de plus belle. Et on a bien vu qu'il est devenu une marionnette d'Israël pendant un moment. Donc là, il a l'air de retourner un peu sa veste. Faut voir jusqu'où ça ira et Ouais, de quel côté du théâtre on est. Moi, j'ai un chapeau d'aluminium par-dessus mon chapeau d'aluminium. J'ai peut-être une théorie folle, c'est que peut-être qu'au final, c'est pas si surprenant que ça et qu'absolument tous les États et tous les bords vont dire ouh là là, oui, oui, Israël part en sucette et c'est pas bien du tout. Et ce sera peut-être un bon prétexte pour faire un gouvernement mondial pour arrêter la guerre au Moyen-Orient et arrêter toutes ces conneries-là. Science, c'est un entonnoir, tu sais, tu lui balances des os et tu lui balances des bananes et ça finit toujours en gouvernement mondial. Ordre mondial, ouais. Et ce serait un peu la tour de Babel 2.0, où tout le monde parlerait le même langage et il y aurait les mêmes règles partout, en tentant de se rapprocher de Dieu, alors qu'au final, bon, enfin bref, moi je pense que ouais, faut pas se leurrer, il n'y a pas de grand ennemi absolu et que tout est prétexte à avancer un certain agenda. En tout cas, historiquement, on vendait aux gens de droite le fait que Israël était le dernier rempart de cette fameuse civilisation judéo-sioniste contre les méchants islamistes. Mais vu que depuis 6 mois, 3-4 mois, Bibi est en train de raser le Liban, qui est un pays à 45% catholique, bah en fait, cet axe narratif ne marche plus. Et on en avait parlé déjà il y a quelques mois, ça fait 1 an ou 2 que les républicains aux États-Unis sont plus en faveur de la Palestine que d'Israël. Alors qu'historiquement, sur ces 50 dernières années, Ouais. les droitards américains, en tout cas, étaient plus pro-Israël. Et là, on le voit que tous les droitards, en tout cas jeunes, aux États-Unis, ils sont tous devenus critiques d'Israël. Hein. On l'a vu avec Nick Fuentes, Tucker Carlson et tout ce qui se passe sur TikTok. Et je pense qu'ils vont changer leur axe de communication sur le sujet. Je ne sais pas comment ça va s'architecturer, mais je pense que c'était un peu trop difficile à tenir par rapport à leur électorat de nous vendre Israël comme le fameux dernier rempart pour protéger le christianisme et la démocratie. En tout cas, ça, les gens ne becquent plus cette narrative. Oui, mais ça veut pas dire que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que méfiance, si on aperçoit un retournement absolument partout en disant ah putain, Israël ils font chier, machin et tout, il faut qu'on empêche leurs ingérences et tout, ça peut être un prétexte à on se met tous d'accord pour faire la paix au Moyen-Orient et on a une gouvernance mondiale exactement comme le propose Peter Thiel ou le pape. Oui, non, mais bien sûr. Et de toute façon, c'est pas un changement drastique de narrative. Hein. Le gouvernement américain est encore un soutien d'Israël. Il finance encore à fond Israël. C'est juste un petit shift sur la sémantique de ce qu'ils disent dans leur discours. J'ai trouvé ça marrant que ce soit coordonné avec ce qui se passe sur Quotidien. Ok, news d'après que tu m'as
explicitement demandé, Science. Celle-là, c'est très goûtureux, ça. Un octogénaire en France tire sur des gendarmes en pensant qu'une révolution a éclaté et que Macron a été destitué. À Nogent-le-Ratroux, en Eure-et-Loire, un homme de 82 ans, c'est un champion lui, hein, a ouvert le feu samedi soir sur des gendarmes arrivés à son domicile, convaincu que, je cite, Macron avait été destitué et que, je cite, c'était la révolution. Donc il a tiré à 3 reprises, blessant 2 militaires aux jambes. Retranché dans son sous-sol, il s'est finalement rendu et c'est le GIGN qui l'a déterré après des heures de négociations. Et l'octogénaire, c'était un artisan à la retraite sans aucun antécédent judiciaire connu et qui a été placé forcément en garde à vue, et il y a une expertise psychiatrique qui est en cours. Qu'est-ce que tu penses de ça, Science, et pourquoi tu m'as demandé de le mettre ce soir? Ah bah, j'aimerais bien connaître la réaction de Thomas en premier à cette news de Ah, fou. je m'attendais pas à ça. Le pauvre, il a pété une durite là, c'est grave. Je je sais pas s'il était dans un groupe où ils se montent le chignon eux-mêmes ou Mais on est dans moi South moi Park, quand mais ça fait des années qu'on est dans South Park, mais là quand je vois ça, je me dis qu'il y a plus besoin de se faire chier avec MKUltra. Tu fais apparaître un Brad Pitt sur le smartphone d'un boomer qui lui dit: «Mais mec, réveille-toi, c'est la révolution, prends ton fusil» et ça marche. Donc, c'est pour ça, dans le bunker, vous savez, nous, on est des maîtres de la modération. On met de l'eau dans notre vin, on est à l'affût. Est-ce que les gouvernements ont pas raison? Alors, ils veulent interdire l'accès à internet aux moins de 16 ans. Est-ce que ce serait pas plutôt aux boomers? Parce que le boomer, il suffit qu'un Nigérian ou un mec de Tel Aviv pop Brad Pitt sur son écran et lui dise: «C'est la révolution, prends ton fusil», à tout moment, il le fait. C'est ça que je veux dire par là. On est arrivé dans un monde où la manipulation et l'ingérence est devenue très facile. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce boomer-là, mais il doit avoir, soit c'est un délire complet, soit il a été manipulé via Internet. Il était sur des groupes à la con, comme tu dis, Thomas, et il a cru que Macron était destitué et qu'il fallait prendre les armes pour se défendre. Donc, Attends, mais c'est c'est qu'à l'époque, à notre époque, à notre grande époque, Science, Thomas, c'était les jeunes, les mecs de notre génération qui avaient le monopole du complotisme sur Internet. Mais le Covid et l'accès aux boomers, à Telegram, à WhatsApp et à Odyssée a tout changé. Aujourd'hui, depuis le Covid, tu as des groupes Telegram de boomers où c'est conspiland. Et les mecs, ils sont en mode, ils débattent de comment ils vont prendre des fourches et sortir les guillotines pour faire tomber Macron. Le problème, c'est qu'ils ont encore ce spectre à la con où ils pensent que si on fait démissionner Macron et qu'on met un autre Gus à la place, ça changera. Et ça c'est encore une pirouette du système, de faire croire aux gens que quel que soit le politicien qui est en place, ça va pouvoir changer leur vie. Et c'est un petit peu, tu sais, on t'autorise le complotisme, on t'autorise les idées subversives si tu restes dans le cadre. Ce qu'il faut surtout pas remettre en question, c'est l'utilité du vote et de la démocratie. Il y a Dawanda qui dit dans nos commentaires: il n'y a pas qu'à un boomer que ça puisse arriver. Je suis d'accord, et c'est bien la preuve qu'on rentre dans une autre époque et qu'il y a peut-être un fond de légitimité dans cette volonté de se quadriller, là, de se synchroniser, de faire un gouvernement mondial et de contrôler Internet. Pourquoi? Parce qu'avant, faire une psyop ou faire un MK Ultra sur quelqu'un qui allait faire une grosse connerie, ça prenait énormément de budget et de synchronisation. Aujourd'hui, un petit gouvernement ou une petite équipe de hackers bien entraînée, elle peut générer du contenu complètement faux et inonder des groupes ou des individus et leur faire des choses. C'est là que je me modère vis-à-vis de ce que je disais auparavant. Peut-être que la crainte des gouvernements d'ingérence étrangère ou autre est pas si infondée que ça. Quand on sait que Anne, il n'y a pas si longtemps, a envoyé la totalité de son compte d'épargne de 300 000 euros à un brouteur nigérian parce qu'il s'est fait passer par Brad Pitt. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est ça le problème et c'est ça le piège de dire Macron démission et de critiquer les politiciens de manière individuelle en disant oui, tel mec il est bien, celui-là il est moins pire. Parce que le système des élections tient sur le fait que les gens vont voter parce qu'ils pensent que tel Gus sera moins pire que tel autre Gus. Donc à un moment donné, il faut prendre un petit peu de hauteur, arrêter de parler des politiciens de manière individuelle en disant Macron est mauvais, Bardella est un peu mieux, parce qu'en fait c'est ça qu'ils veulent. C'est que tu ne penses pas de manière systémique et que tu penses que le problème ce n'est pas un système ou des états profonds ou des choses comme ça, mais que ça va être un individu. Le problème c'est Macron, le problème c'est
c'est Mélenchon. Non, c'est un piège, absolument. Est-ce que toi, si demain, Thomas, t'entendais que le gouvernement balinais était tombé, que c'était la révolution, tu te calfeutrerais, dans ta maison traditionnelle, balinaise, pardon, avec un fusil et tu tirerais sur les militaires? Je pense pas que ça soit une situation d'avenir, mais je pense que, dans n'importe quel pays dans lequel on s'installe, faut quand même toujours être, apte à pouvoir, entre guillemets «s'enfuir» ou s'échapper parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça part couille, très rapidement en quelques semaines. L'Indonésie, c'est un petit peu décentralisé d'un point de vue gouvernement et cetera. C'est vrai que Bali, c'est une gérance vraiment très locale et en fonction de pareil, c'est assez local. Mais si ça part vraiment en couille, bah, dans un premier temps, bah, toujours essayer de protéger sa famille et en fonction de l'argent que tu as et de l'aéroport, comment dire? Combien de temps tu as avant que l'aéroport soit shut down et si tu es vraiment bloqué sur l'île, bah, tu pas trop le choix, quoi. Ça peut être très compliqué, quoi. Mais je pense pas que, vraiment, partir en confrontation, avec les militaires soit vraiment une situation d'avenir, en fait. Est-ce que comme tout prépeur, tu as, 2 pièces en or dans ton portefeuille au cas où c'est la révolution et qu'il faut prendre un bateau à la hâte? J'ai un petit peu d'or, j'ai pas de pièces d'or, mais on a quelques bijoux, quoi, dans un coffre à la maison. Pas forcément intérêt intelligent de le dire en ligne, mais comme, beaucoup de monde, quoi. Tu as quelques bijoux et si vraiment c'est la merde, bah, tu as de quoi te débrouiller un petit peu avec ça. Mais bon, si c'est vraiment la merde noire, ça part vite et tu plus rien très rapidement. Est-ce que Exact, tu sais faire confiance à exact. qui t'achètes la personne? Est-ce que tu peux lui faire confiance pour te bouger et t'amener vraiment à l'endroit là Ah beh, c'est le ça devient chaos la foire à total, tu l'empoigne, vois? hein. Quand c'est comme ça, donc quoi que tu ailles, que ce soit du bitcoin, du cash ou de l'or, je suis pas sûr que ce soit le format de monnaie qui fasse une différence. Après, si vraiment tu es dans un chaos globalisé, que tu as même plus accès à tes comptes bancaires et qu'il y a plus internet, plus de réseau mobile, bah, effectivement, c'est toujours bien d'avoir au moins un petit physique, comme je te dis, quelques bijoux, quoi. Ça s'arrête là. J'aimerais répondre à un commentaire. Il y a Demando Rab AI qui dit Je ne comprends pas la logique, c'est la démocratie qui ne vous convient pas. La démocratie, moi, personnellement, ne me convient pas, mais globalement, le problème, c'est surtout les gens qui attendent un homme providentiel pour venir les sauver. Il faut arrêter d'attendre un sauveur, il faut arrêter d'espérer pour que quelqu'un vienne te sauver. Il faut que toi, tu essayes de te sauver toi-même et que tu utilises les outils que tu as à ta disposition pour t'en sortir. Globalement, si tu veux t'en sortir et te battre contre l'État français, bah, expatrie-toi ou arrête de payer des impôts et là, tu auras de l'impact sur les politiciens. Mais cet état d'esprit mental de se dire je vais attendre un sauveur et si ma situation à moi est mauvaise, c'est à cause de quelqu'un d'autre, bah, en fait, si tu es dans ce schéma de pensée-là, tu n'es pas sorti d'auberge, tu es sûr de finir déprimé. Concrètement, c'est sénile, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne, c'est de déléguer son bonheur à quelqu'un d'autre et de dire si ma situation est mauvaise, c'est à cause de Macron. Non, si ta situation est mauvaise, c'est de ta faute. Si tu es sous le leadership d'un politicien qui ne te convient pas, c'est pas de la faute du politicien, c'est que tu es dans un système qui ne te convient pas. Donc va ailleurs. C'est comme si tu manges tous les jours dans un restaurant et que la bouffe ne te plaît pas. Bah, à un moment donné, si t'aimes pas le testi crousti, va manger du caviar dans le restaurant étoilé à côté. Mais tant que tu restes là et que tu continues à contracter avec ce politicien-là, bah, tu peux pas te plaindre de ce qu'il te donne à manger. C'est ça mon point de vue. Alors après, est-ce que je suis démocrate ou pas? Pas forcément, mais je pense pas fondamentalement dans cette analyse-là. Le problème, c'était la démocratie. C'est juste l'état d'esprit des gens qui attendent un sauveur. Toujours plus confortable de déléguer, sa propre responsabilité pour dire: «Bah, c'est pas de ma faute, c'est toujours la faute, de ceci, de la politique et cetera». C'est très Bah, dur de dire: «Bah, non, tout est de ma faute, donc faut que je me démerde et qu'est-ce que je peux faire?» Se Il y mettre a à aussi l'action, tu le vois? Tu peu de gens qui font cette démarche. Ah, mais il y je a viens de aussi le comprendre logi qui le c'était, Demando Rabahi. ouais, Je vais pas le doxer, mais en plus, lui, c'est ce qu'il applique il sait à très bien. lui-même. Il sait très bien. Donc, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Le truc, c'est que tu parles souvent de mettre à jour son logiciel. Je pense que tout est fait pour que les gens ne mettent pas à jour leur logiciel, surtout en France. Tout est fait pour que les gens ne sachent pas comment ça se passe ailleurs. Parce que, de fait, nous vivons dans un monde, pour pas faire de répétition, je vais dire globalisé, mais mondialisé. Et en fait, vu que quand tu vas à l'école, non, mais quand tu vas à l'école et tout ça, qu'on te parle du projet de la République, s'il ne te convient pas, aujourd'hui, il y a rien qui t'empêche d'aller en choisir un autre, en fait. Si ça te convient pas, si le projet te convient pas, tu sais, les gens ils crachent sur Macron et tout ça, ouais, mais si ça te plaît pas, qu'est-ce que tu fais toujours là? Donc voilà, c'était un peu le sujet. Moi, ça me rend fou parce que les libéraux, ils passent leur journée les néolibéraux, tu sais, qui ont découvert Van Ah! Mises et Rothbard quand Millet s'est fait élire il y a 3 ans, tu vois, qui passent leur journée à se masturber sur l'économie de marché. Bon, en fait, Et sur ils l'ISNAR. appliquent pas et sur l'ISNAR, ils appliquent pas l'économie de marché à la politique. L'économie de marché, elle peut s'appliquer à la politique.
fric. C'est-à-dire que si t'es pas content avec ton gouvernement, tu le mets en compétition et t'arrêtes de lui donner du fric. C'est ça être un vrai libéral. C'est pas se plaindre Exact. et aller voter tous les 4 ans en attendant que Sarah Knafo vienne te sauver et réduise ta fiche d'imposition. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, faut rendre à César ce qui est à César. Je pense qu'un des acteurs du grand réveil libéral en France, ça a été Charles Gave, qui s'est saisi de YouTube, du format podcast et d'Internet. Faut rendre à César ce qui est à César. Il n'y a jamais eu autant de libéraux que depuis Charles Gave. En tout cas, visible et le faisant savoir. Et lui-même, Charles Gave, dans sa carrière, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, ça fait partie de sa légende personnelle. Je crois il était très jeune et il a décidé de se tirer travailler à Londres à la City parce que, je cite, il ne supportait pas de vivre en France avec un gouvernement socialiste. Voilà. Donc lui, au moins, il était cohérent là-dessus. Clairement. Nayib Bukele, notre ami Nayib Bukele, qui tire un lien de causalité entre le nombre de crimes, le nombre de meurtres au El Salvador et le nombre de personnes incarcérées. Donc là, on le voit sur la courbe du El Salvador, qui était, je le rappelle, le pays le plus dangereux dans le monde en termes d'homicides par habitant. Donc en 2015, voilà, avant que Bukele soit élu, on était au top. Et plus il a fait de places de prison et plus il a mis de gens en tôle, plus la criminalité a baissé. Et je pense que ça serait important de mettre ça dans le crâne de nos juges bolcheviques en France, qui sont majoritairement des femmes, parce que je crois que 75% des juges français sont des femmes. Tu sais, en France, on te vend l'éducation, tu sais, c'est l'aspect bisounours. On te dit, s'il y a de la criminalité, c'est parce que les gens sont pauvres. S'il y a de la criminalité, c'est parce que les gens sont mal éduqués, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Je pense qu'à un moment donné, si tu veux réduire la criminalité, il faut que la peur change de camp. Il faut que les gens aient cette crainte. Et en fait, si tu n'exerces pas de violence sur les criminels, c'est eux qui vont l'exercer sur les honnêtes gens. Et on le voit notamment avec ce qui se passe en France sur l'explosion des kidnappings crypto. C'est que y a un sentiment d'impunité. Et quand il y a un sentiment d'impunité, la criminalité augmente. En tout cas, je dis pas que c'est une loi scientifique, mais cette loi s'est appliquée sur le El Salvador. Il a eu juste à construire des méga prisons et à mettre les gens dedans pour ramener la criminalité à quasiment zéro. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas de moyens. Les prisons sont à 150%. Le taux d'occupation des prisons est de 150% en France. Et mettre un taulard en prison vaut 35 000 euros par an, alors que le salaire moyen est de 25 000 euros. Donc peut-être qu'il faudrait faire comme Bukele, c'est-à-dire construire des grandes prisons et faire travailler les mecs pour qu'ils soient plus à la charge de Nicolas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, vu d'Indonésie, Thomas? J'ai l'impression qu'Indonésie, ça rigole pas non plus. On avait vu il y a quelques mois, ils avaient mis une actrice de cul française en tôle parce qu'elle allait tourner un film à Bali. Non, ça rigole pas et les prisons, ça rigole pas non plus. Donc, non, t'as pas trop envie de te frotter au système judiciaire indonésien, surtout si tu es étranger, parce que là, tu pars vraiment contre tout. Donc, faut se tenir quand même à carreau. C'est quand même pas compliqué de comprendre que si tu mets les criminels en prison, peut-être qu'il y aura moins de crimes et moins de risques de récidive si le criminel est en prison plutôt que toujours en liberté. Pareil, ça, les gens, j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans leur prisme. Mais comme tu le dis aussi, en France, la situation est bloquée. Tant que tu construis pas de nouvelles prisons, tu peux pas mettre de personnes en prison, donc c'est mort. Mais en Indonésie, effectivement, ça rigole pas. Et surtout, en tant qu'étranger, si tu commences à faire vraiment à manquer de respect, il y a eu plein de cas avec des influenceuses qui sont à moitié à poil dans des lieux sacrés, à Bali, etc. Dès que ça fait un tollé en fait sur les réseaux sociaux, très rapidement la police ou les autorités recherchent la personne pour la déporter automatiquement ou détention provisoire jusqu'à déportation. Expulsion plutôt en français on dit. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais réagir. C'est que tout d'abord, tu as dit, je suis pas sûr que ce soit scientifique. Alors, il y a un truc qui est scientifique. En tout cas, il y a eu une étude qui avait prouvé que les femmes étaient moins en proie à punir un coupable que les hommes. Oui. Ils avaient regardé les zones du cerveau. Il y avait une genre d'expérience où tu devais envoyer un choc électrique, machin. Quand la personne n'était pas coupable, il n'y avait pas de plaisir. L'homme avait la zone du plaisir, ou plutôt de la récompense, qui s'allumait quand il punissait quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. Chez la femme, cette zone de la récompense ne s'allumait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment d'avoir fait quelque chose de bien quand tu punis quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Ça vient très probablement, je sais pas, de l'instinct maternel, du fait que quand tu as un enfant, tu lui pardonnes tout, même quand il a fait des choses mal, l'amour inconditionnel, etc., etc. C'est l'empathie qui prime.
Et bon, ben, on voit que les juges en France sont en écrasante majorité des femmes, et du coup, ça donne ce que ça donne. Cependant, pour aller à contre-courant de ce que tu dis et ce que tu montres dans ce graphique, j'aime pas ce graphique. Je ne l'aime pas parce qu'il est applicable à toute autre chose. On peut très bien nous vendre qu'on va faire des super prisons pour mettre les criminels en tôle et diminuer le nombre d'homicides. Si tu agis pas par ailleurs, notamment sur l'immigration illégale et ce genre de machin, ça peut aussi très rapidement se transformer en il y a 1% de la population qui est dissident ou qui a des idées non conformes, puis les mettre en prison, et on voit que le nombre d'idées non conformes tend vers zéro. Donc Bien voilà sûr que pourquoi oui. j'aime pas. Pourquoi j'aime. Ça fonctionne quand tu as un mec au pouvoir comme Nayib Bukele qui invoque le Christ et qui construit des cathédrales. Alors, je dis pas qu'il est parfait, hein, il est allé faire un bisou au mur comme tout le monde, mais je pense qu'il a une certaine flexibilité parce que le El Salvador est un tout petit pays qui a un PIB qui doit faire 10% de ce, même pas 1 ou 2% de celui de la France. Mais oui, ça fonctionne que si le mec est un dictateur éclairé, qui a des valeurs et qui sait ce qu'il fait. Si c'est un politicien globaliste qui te met en prison parce que tu as fait une vanne sur les chambres à gaz, ça fonctionne pas, non? Ça serait bien d'avoir votre point de vue sur la légalisation du cannabis en France. J'ai pas trop d'avis. Très honnêtement, ça pourrait être légalisé, que ça m'en toucherait une sans faire bouger l'autre. En fait, non, je vais me corriger. Je suis pour que ce soit légalisé, sauf si on a les moyens de l'interdire. Ça veut dire que si, comme à Bali, ou je sais plus quel pays, en Indonésie, là, t'avais un genre de dictateur à l'époque, le gars qui fumait un joint, il finissait en tôle. Voire, je crois qu'il tuait les dealers, lui. Peine de mort pour les dealers. Ouais, Bon, ben voilà, la drogue. je crois que c'était en Thaïlande, mais en Singapour, c'est peine de mort aussi pour tout ce qui est drogue, etc. Voilà. et cannabis. Disons que je suis pour la légalisation par défaut, et l'interdiction comme elle l'est faite ne fonctionne pas et en arrange certains tout simplement. C'est du business parallèle, c'est des carabistouilles dans tous les sens. Si on voulait vraiment interdire le cannabis, eh ben, il faudrait y mettre les moyens, et c'est directement corrélé à la courbe qu'a montré GG, quoi. Bah, bien sûr que oui, parce qu'en fait, là, la situation dans laquelle tu es, le cannabis, il est interdit que pour le Nicolas de 30 ans qui respecte la loi. Dans les cités, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils consomment et ils vendent ce produit. Et en fait, ça crée juste un monopole où les gens qui n'ont pas peur d'esquiver la loi se remplissent les poches. Ça remplit les poches du crime. Et en général aussi, tu vois que ça finance pas que les petits dealers, ça finance aussi des gens en haut lieu qui maîtrisent ces réseaux-là. Et est-ce qu'ils ont en France à perdre le monopole de cette substance? Je sais pas. En tout cas, la weed et le touchy, en règle générale, c'est quelque chose qui est complètement mauvais pour l'humain. C'est un sédatif qui te fait fusionner avec le canapé. C'est le pire truc qui peut arriver pour un humain, c'est d'être un stoner. Alors, je dis pas, hein, il y a 1% des gens qui arrivent à être des stoners productifs. On en connaît tous dans notre entourage. Le mec qui se réveille, qui allume un bédo et qui part au boulot et qui est quand même hyper productif. Ça existe, les gens comme ça, et pour eux, pas de problème. Mais pour 99% de la population, fumer des joints, c'est juste un sédatif comme du Prozac ou toutes sortes de drogues à la con, quoi. Donc oui, moi personnellement contre le cannabis en consommation, mais pour sa légalisation. Dernière news que tu m'as demandé explicitement, Science. Macron qui nous parle des hubs de retour qui viennent d'être votés par la droite au Parlement européen. Tu peux nous en dire plus, Science? Alors, ce que je peux vous dire de ça, c'est que j'ai vu un reportage sur un centre de remigration, un centre de retour, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un centre de remigration. Explique peut-être qu'il y a une loi qui vient d'être votée au Parlement européen là-dessus, c'est ça? C'est ça. Mais avant même que j'ai vu cette loi, j'ai vu un documentaire sur un centre de retour, ou du moins la Tunisie, qui faisait des remigrations. Rémigration? Voilà. En fait, qui va remigrer chez eux les clandestins qui essayent de venir en Europe, et particulièrement en France, Italie, etc. Et qui a déjà fait un assez bon boulot, entre guillemets, c'est-à-dire 5000 retours. En sachant que au départ, c'était un vol tous les mois, c'est s'est transformé en un vol tous les semaines, et aujourd'hui, c'est pratiquement un vol par jour. L'Union européenne a voté pour faire des contrats avec des pays tiers et faire de la remigration, c'est-à-dire que si on ne peut pas faire de la remigration au niveau national, à partir du moment où on chope quelqu'un qui est en situation irrégulière, on peut l'envoyer dans un pays tiers qui, lui, se chargera de sa situation administrative, lui proposera un programme de retour volontaire et sinon, il sera en rétention jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de le renvoyer
dans son pays. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est ce qui se passe. Et alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que déjà, ça s'est su tardivement. C'est-à-dire que Nicolas paye pour que la Tunisie fasse des remigrations. Donc Nicolas pourrait ne pas être content. Ceci dit, on voit qu'il y a Macron qui monte au créneau pour aider le niveau de vie du Nicolas qui paye, parce que Macron ne veut pas payer pour ça. Il pense que c'est inhumain. Et Macron s'oppose donc au centre de remigration dans des pays. Je En trouvais tout ça cas, marrant. moi je Parce pense que qu'on ça peut... dérangerait. Si l'argent des Nicolas était utilisé pour expulser les immigrés clandestins, je pense que ça les dérangerait pas trop, tu vois, pour le coup. C'était un peu le côté paradoxal que je voulais mettre en avant. C'était que premièrement, c'est Nicolas qui paye. Oui, sauf que ça, il le paye, mais peut-être qu'il le souhaite, tu vois, contrairement à d'autres trucs. Et Macron qui s'oppose fermement à... Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis de la loi. Ce serait carrément un cas d'école et très intéressant de voir que Macron s'y oppose et annule une loi européenne, alors que d'habitude, bon, ben, on peut rien faire, c'est les lois européennes, on est obligé de les appliquer. Là, c'est très marrant de voir que Macron, pour une fois, monte au créneau et s'oppose à des directives ou à des lois européennes parce qu'il trouve que c'est des choses inhumaines à son goût. Donc, très intéressant. Et dans ce cas, Oui, on a hâte de voir. c'est à géométrie variable, quoi, c'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, dans l'exemple que tu prends de la Tunisie, ce qui est assez important de mettre en avant, c'est le fait que, tu sais, on nous vante souvent le blanc comme la personne la plus raciste à l'échelle globale. Je vous conseille d'aller faire des petites recherches sur X pour voir comment les Tunisiens traitent les Africains qui viennent en Tunisie pour essayer d'immigrer en Europe. Les affiches de propagande de la ségrégation feraient pas le figure à côté de ça. On est sur des appels au meurtre, comparer les Africains à des singes qui sortent de la savane. Et je trouve que c'est assez... ça va à l'encontre de ce qu'on essaye de nous faire croire en Occident. Et n'oubliez jamais que les plus racistes envers les Africains, ce ne sont pas les Blancs, ce sont bien les Arabes et surtout les Maghrébins. Je vous conseille d'aller voir les affiches qu'ils mettent dans les rues de Tunis en ce moment à propos des immigrés africains. Tu penses quoi des camps de remigration à l'étranger? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de déléguer? C'est toujours une histoire de volonté politique, hein, comme tu dis, l'UO, on peut pas toucher à l'Europe, sauf quand, ça va un peu contre, l'agenda qui est là de base. Après, si vraiment ça se fait, pourquoi pas? Mais est-ce que combien ça va coûter? Où est-ce que l'argent va vraiment aller? J'imagine que ça sera jamais transparent et tu auras toujours des petits intermédiaires qui galèrent Bah, un petit peu aussi, tu vois? tu as clairement le risque aussi que le fameux parti tiers gonfle les chiffres, en profite pour taper C'est dans la sûr. caisse. C'est sûr et certain, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas pour ce genre de choses. Je suis d'ailleurs aussi contre la façon dont traite, je crois que c'est les pays, la Tunisie, l'Algérie, tout ça, les migrants illégaux qui les renvoient dans le désert, parfois sans eau, sans les ramener chez eux. Moi, je suis contre tous ces trucs. Je pense on peut faire le boulot en bougeant la structure d'incitation et de contrainte. Si par exemple, il n'est pas possible d'obtenir un statut, si par exemple, il n'est pas possible d'obtenir d'aide, bon, les gens viendraient moins, tout simplement. Bah, ça fonctionne pas pour la Tunisie parce que concrètement, les gens qui immigrent là-bas, c'est pas pour aller en Tunisie, c'est juste parce qu'ils veulent venir en Europe. C'est ça. Mais par contre, sur la news, c'est une réaction au centre de remigration. Donc en fait, c'est des centres sous contrat européens qui se situent notamment en Tunisie. Il peut y en avoir d'autres. Donc là, c'est Ok. spécifiquement des gens qu'on aurait ramassés en Europe et qu'on enverrait à la Tunisie pour qu'elle se démerde avec eux en les payant. Ça peut devenir un business après aussi, hein, tout comme au El Salvador, ils ont des excédents dans leur super prison et ils sous-traitent aux États-Unis des places de prison pour les criminels américains. Donc Trump, il envoie ses gros criminels au El Salvador et il sous-traite à Bukele les prisons. Et t'imagines bien que Bukele doit vendre ce service hyper cher aux Américains. Donc pourquoi pas opportunité de business pour les Tunisiens de sous-traiter la réimmigration des immigrés clandestins en facturant et en faisant des factures salées à l'Union européenne. Mais de toute façon, ce que tu dis sur Bukele, c'est d'autant plus vrai que faut se rappeler que Trump avait dit de Bukele que la seule chose qu'ils étaient capables de produire au Salvador, c'était des criminels, faisant référence aux gangs de la Mara Salvatrucha qui sont aux États-Unis. Donc, à l'époque, Bukele avait répondu en disant que c'était des produits américains, vu que c'est des gens qui ont émigré là-bas, c'est pas de sa responsabilité à lui. Donc, t'imagines bien que pour se venger derrière, ok, on te les reprend là, nos gangs de la Mara Salvatrucha, on a des places de prison. T'imagines bien qu'avec ce qu'il a dit, il a dû bien les saigner. Et au risque de passer pour un gros gauchiste, moi je suis contre tous ces trucs. Centre de rétention en sous-traitance, centre de rémigration en sous-traitance, tous ces trucs-là, ça va être du vol d'argent public et ça va être des choses absolument inhumaines et qui
pourrait se retourner contre nous un jour. Donc, au risque de Bah, passer alors, pour une grosse gauchiasse, je suis contre. Moi, je tiens à dire quand même que je suis totalement pour. Si tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de pays. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas sens d'avoir un État-nation à l'échelle de la France. Moi, je serais plutôt un régionaliste, je serais plutôt pour les cités-États, mais je suis 100% pour mettre des ponts-levis, mettre de l'huile chaude et accueillir les gens qui veulent rentrer illégalement avec de l'huile chaude et forcément avoir des critères de sélection pour qui rentre dans la cité très stricts selon le code moral de la cité que tu as défini. C'est-à-dire que si tu dis, bah voilà, nous, notre cité, c'est une cité de catholiques, bah tu vas laisser rentrer que des catholiques. Si ton délire, c'est d'avoir des critères ethniques, bah tu peux le faire. Mais je pense que c'est important d'avoir des frontières dans ta cité. Et moi, personnellement, en tout cas, je ne crois pas, contrairement à toi, Science, à cette loi du marché qui pourrait permettre de réguler tout ça. Moi, je pense que là-dessus, je suis un peu plus à droite que toi. Je pense que quand tu as une ville, tu peux, ou une cité-État ou une région ou un État-nation, tu peux te permettre de sélectionner les gens qui rentrent sur des critères que tu as définis, qui correspondent à la colonne vertébrale que tu veux donner à ton pays. Mais je pense pas que ta théorie soit déconnante non plus, hein. C'est plus que moi, ce serait plutôt mon obédience.